Bonjour, bonjour à toutes et à tous et très belle année, bien entendu. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un nouveau numéro après cette longue trêve. Salut Jean-Philippe. Salut Malika. Et puis bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette première émission de 2014. Et puis pour commencer l'année, on est vraiment bien entouré. Ah oui, nous sommes gâtés. Avec nous, auteur, compositeur, interprète, c'est Grégoire. Salut Grégoire. Salut. Avec nous également l'ancien joueur et directeur sportif du Paris Saint-Germain, Jean-Michel Meutier. Bonjour. Bonjour. Et puis l'expert du Paris Saint-Germain au journal L'Équipe, c'est Jérôme Touboul. Si, on peut le dire. Salut Jérôme. Salut à tous. Au sommaire de ce numéro de rentrée, un sommaire très riche, puisque nous allons notamment évoquer les défis de Nicolas Douchet, revenir sur le Paris Saint-Germain qui était à Doha, et puis une séquence nostalgique extraordinaire avec un match de légende. Et puis, puisque cette émission est aussi la vôtre, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur le compte Facebook et Twitter de l'émission Paris le Club. Paris joue donc sur tous les tableaux, sujet, et ensuite, c'est parti. En Coupe de France, ça passe. Cette semaine, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Brest pour le compte des 32e de finale. Paris n'a pas tremblé. Score final 5-2, dont un triplé pour Zlatan Ibrahimovic. Pour lui, comme pour le Paris Saint-Germain, l'année démarre fort. En 16e de finale, Paris jouera contre Montpellier. En Coupe de la Ligue, c'est passé. Mais face à Saint-Etienne, Paris a souffert. 1-1 à la fin du temps réglementaire. C'est à la dernière minute des prolongations qu'Edinson Cavani délivre le parc. En quart de finale, Paris rencontrera les Girondins de Bordeaux. En championnat, ça se passe bien, mais pas forcément comme prévu. Pour finir l'année 2013, Paris recevait Lille, un autre candidat au titre. Et face aux géants de la Ligue 1, les nordistes ont tenu le choc et ne se sont pas laissés impressionner. Au final, un match tendu et 2 buts partout entre les deux équipes. Paris termine l'année champion d'automne, mais avec 3 points d'avance sur Monaco et 4 sur Lille. Ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls dans la course au titre. Jean-Michel, contrairement un petit peu à ce qu'on lit partout, est-ce que le championnat est déjà joué et Paris va gagner? Paris va gagner. Mais le championnat n'est pas joué, il y a toujours un suspense. Il faut bien que M. Jérôme Touboul puisse écrire quelque chose et garde les gens en éveil. Donc il y a toujours un suspense, mais sincèrement pour moi, le PSG est champion. Grégoire, l'adversaire numéro 1 de Paris, c'est Monaco, qui joue moins de matchs cette année. Est-ce que c'est vraiment un avantage pour eux? Je ne sais pas, parce que se maintenir en jouant beaucoup de matchs, c'est plutôt pas mal, d'être dans une bonne dynamique. Ça peut être effectivement pour la forme physique bien, et en même temps, la dynamique, je pense, porte. En tout cas, moi, c'est le genre de truc qui me porte, d'enchaîner les choses. Jérôme, Paris a donc joué tous ses adversaires. Est-ce qu'on peut considérer donc que Monaco sera son principal rival et le plus dur? Non, on a vu avant la trêve un match contre Lille où les Lillois ont montré également qu'ils pouvaient être des rivaux à prendre en considération. Donc évidemment, ça va jouer entre ces 3 équipes-là pour le titre, parce que quand même l'écart maintenant est bien creusé avec les autres poursuivants. Donc, alors, Paris a vraiment de la marge en théorie sur ces 2 adversaires-là. Et évidemment, tout va dépendre un peu de sa gestion des matchs de Ligue des Champions à partir du mois de février. Grégoire, remporter la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, ça fait encore rêver quand on est supporter? Ah bah oui, de tout remporter, de tout essayer, en tout cas, au moins de le tenter. C'est ce qui est, moi, je pense, intéressant, et d'avoir une ambition. Est-ce que ces coupes, qu'elles soient la Coupe de France, Coupe de la Ligue, sont un moyen pour les remplaçants de jouer et que c'est important pour l'entraîneur de faire tourner? Je crois que Laurent Blanc, depuis le début de saison, a opté un peu pour ce système de garder tout le monde sous pression, en fait. Je pense que l'adversaire de Paris sera Paris lui-même. Dans une année de Coupe du Monde, ils vont penser à la Coupe du Monde, c'est obligatoire. Donc ça veut dire, Jean-Michel, que ça aura une incidence sur leur performance sur le terrain, Jérôme, aussi, vous pensez? Sur le terrain, non, ce ne sera pas sciemment, mais ils penseront à la Coupe du Monde avant tout. Ça, c'est humain, c'est un problème humain. Bon, quand on connaît un joueur comme Thiago Silva, même un Maxwell, bon, c'est pas des types qui ont pour habitude de lever le pied et qui s'économisent beaucoup sur un terrain. Non, je ne dis pas qu'ils vont lever le pied. Je dis que psychologiquement, parce que j'ai connu ça, on le sent. Moi, je pense que c'est un risque pour le Brésil de récupérer des joueurs qui seront peut-être lessivés mentalement par leur saison à Paris. Aussi, si Paris va loin en Ligue des Champions, aussi, dans l'autre sens. La dernière, Paris n'a pas brillé en Coupe. Est-ce que ça faisait tâche finalement?
Non, parce que l'année dernière, l'objectif prioritaire, c'était même quasiment l'obsession de l'actionnaire du club, c'était de remporter le titre de champion. Hein. Et les coupes nationales, non, elles étaient vraiment au second plan l'année dernière. Et Grégoire, vous le disiez, vous êtes pour que le Paris Saint-Germain soit dans une dynamique de faire tous les matchs, de remporter tous les titres et pas d'alléger le calendrier. Vis-à-vis des autres, déjà, je trouve pas ça très juste, de ceux qui essaient de se qualifier et qui n'arrivent pas à se qualifier. Et ensuite, je trouve ça bien de tout jouer à fond. On ne sait jamais tout ce qui peut se passer. Il y a tellement de belles histoires, notamment dans le sport en général et dans le foot, que pourquoi pas faire beaucoup plus que ce que les gens toujours s'arrêter à se dire tiens, c'est déjà bien. Non, faut y aller, puis on va... Les joueurs préfèrent jouer que s'entraîner. Voilà. Vous avez des clubs récemment, même comme Barcelone, comme l'Inter Milan, qui ont montré que sur une année, on peut tout gagner, quoi, quasiment tout gagner. Malika, et cette semaine, vous avez rencontré Nicolas Doucher. Oui, j'ai repris mes petites comme balades d'habitude. avec les joueurs de l'effectif et j'ai eu la chance de me promener dans le quartier des Champs-Élysées avec le gardien numéro 2 du Paris Saint-Germain. Bonjour Nicolas. Salut. Est-ce que tu sors souvent à Paris? Ouais, j'aime bien le théâtre. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît parce que je n'ai pas eu la chance de connaître ça quand j'étais plus jeune et maintenant que je peux me permettre d'aller voir quelques pièces sympathiques, j'y vais. Mais pas de boîte de nuit. Très peu. Très peu. Très peu. Ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare. Je suis quelqu'un qui aime bien être posé et je ne suis pas forcément celui qui va sortir en boîte. Et vous êtes originaire de la région parisienne, Paris, enfin le Paris Saint-Germain, c'était votre club de cœur? Ouais, c'est un club que je supportais quand j'étais petit. C'est un club que j'allais encourager aussi. Donc voilà, pour moi, c'était un rêve de pouvoir évoluer ici. Et quand j'ai eu l'opportunité de le faire, je l'ai fait. Vous étiez dans les cages parisiennes à Lyon quand le club a été titré champion de France. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Une forte émotion. On savait plus ou moins qu'on allait être champion, mais c'est vrai que quand le jour J arrive, c'est une joie assez indescriptible. Et puis c'était le premier titre depuis je ne sais plus combien d'années. Et pour vous? Et pour moi, le premier titre aussi. Sachant que j'étais dans les tribunes au dernier titre que Paris avait acquis au Parc. Donc voilà, c'était une belle histoire et c'était un bon moment. Il paraît que t'es un déconneur et que c'est toi qui mets l'ambiance dans le vestiaire. Je suis pas le seul, mais c'est vrai que... Avec qui alors? Pocho, je pense à la palme de la connerie, mais c'est vrai que j'aime bien m'amuser, j'aime bien aller travailler, mais j'aime bien aussi m'amuser. Et tu as pris l'habitude, je crois, de défier les autres joueurs en vidéo, c'est ça? Ouais, on m'a proposé de lancer quelques défis à d'autres joueurs et sur des thèmes différents qui ne sont pas spécialement sur le terrain. Donc voilà, je trouvais l'idée sympa. Et puis c'est une façon de déconner un peu plus. Bon, pour mieux comprendre, l'idéal, c'est de regarder les vidéos. Grégoire, est-ce que c'est bien de temps en temps de les voir comme des personnes dites normales, ces joueurs qui paraissent souvent inaccessibles? Oui, parce que ce sont des personnes normales. Moi, j'ai la chance souvent d'en côtoyer en dehors du cadre du terrain. Je m'entends bien avec Christophe Jallet. On les avait vus aux Enfoirés. Il y avait Jamie Ménez et tout ça. Ils étaient venus à pas mal nous voir. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus accessibles qu'ils n'y paraissent. C'est pas, je pense qu'on les starifie, mais en eux,
ne se prennent pas pour des stars autant que ça. Mais Jean-Michel, les joueurs actuels, vu l'entourage, vu ce qui se passe, les enjeux économiques, sont-ils différents dans leur comportement qu'ils étaient quand vous jouiez il y a 30 ans? C'est l'évolution de la société qui veut ça aussi. Hein. Nous, le téléphone portable n'existait pas. Ah ouais, carrément. Il y avait Elle n'a pas connu Malika, ça. Ça va, vous l'avez bien vécu? Il n'y avait pas toutes ces chaînes de télévision. Ils font beaucoup plus attention à leur image. Nous, on ne faisait pas gaffe à tout ça. Vous avez été numéro 2, comme Nicolas. Comment on vit cette période? Est-ce que c'est compliqué? Je suis arrivé comme numéro 2 à Paris derrière Dominique Baratelli. Après, je suis passé numéro 1. Non, mais vous avez vécu Oui, comme lui. non, mais je crois qu'il faut une grande complicité avec le numéro 1 pour le bien de l'équipe. Même si quelquefois c'est humain, en se mettant sur le banc de touche, on se dit s'il prend un rouleau aujourd'hui, je ne serai pas mécontent, peut-être qu'on me donnera la... Il ne faut pas être hypocrite non plus. Mais Nicolas Douchet, Jérôme, joue-t-il le même rôle que Jérôme Alonso il y a quelques saisons lorsqu'il était numéro 2 derrière Letizia ou Landreau à Paris? Un peu différent parce qu'Alonso lui arrivait quand même par période de jouer régulièrement. Il redevenait titulaire, donc sans doute que il y avait une forme aussi de stimulation pour lui. C'est vrai que pour Nicolas Douchet, la situation est un petit peu différente. Moi, je le trouve quelque part admirable parce que pour lui, rien ne se passe quand même comme prévu au Paris Saint-Germain. Il avait été recruté à l'époque comme gardien numéro 1. Et malgré cela, il a joué un rôle dans le groupe, notamment la saison dernière, quand le groupe aurait pu imploser à un moment de la saison, entre surtout les joueurs étrangers et les Français, etc. C'était pas toujours évident. Et en dehors du terrain, il a su prendre les choses en main, organiser des petites soirées entre eux qui ont fait beaucoup de bien. Et c'est aussi à des petits détails comme ça que les titres du PSG s'est joué l'année dernière. Poursuivons l'interview donc de Malika avec Nicolas Douchet, deuxième partie. On a dit que l'année dernière, vous aviez joué un rôle essentiel dans la cohésion du groupe. Est-ce que c'est vrai? J'ai essayé en tout cas. C'est vrai qu'à un moment où on était un peu moins bien, voilà, le besoin de rassembler un peu tout le monde et puis de... Avec les bêtises ou là plus sérieux? Non, justement, c'était de faire ça dans un contexte détendu et pas du tout dans un vestiaire où on se dit les choses en s'engueulant ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est vrai que vous êtes l'un des seuls à parler des sujets qui fâchent avec Ibrahimovic? C'est vrai ou pas? Non, on parle de tout. Après, Zlatan est quelqu'un d'assez ouvert. Hein. Il est dans un vestiaire, il est cool. Et, tout le monde peut lui parler de ce qui fâche? Il faut essayer en tout cas. Après, mais je pense que c'est quelqu'un qui aime bien jouer franc jeu et voilà, il ne faut pas hésiter à lui parler de tout et c'est le premier à chambrer, il ne faut pas hésiter à chambrer aussi. Voilà, vous vous chambrez et vous intervenez aussi dans les moments difficiles. Ouais, oui, mais c'est l'âge peut-être aussi qui me permet ça. J'ai connu quand même pas mal de choses dans ma carrière maintenant et voilà, quand je ressens le besoin de dire quelque chose, j'ai pas trop de mal. Et vous-même, vous êtes numéro 2. C'est un statut, j'imagine, difficile à accepter. C'est un statut qui est presque plus difficile que d'être numéro 1 parce qu'on fait tout au quotidien, mais on a quand même cette frustration de ne pas jouer le week-end. Être sur le terrain, oui. Mais d'un autre côté, il faut aussi se rendre compte de la chance que j'ai de pouvoir évoluer auprès de ces joueurs, de pouvoir gagner des titres. Je m'entraîne pour pouvoir rentrer à tout moment et si l'équipe a besoin de moi, être là. Et si l'équipe n'a pas besoin de moi, je continuerai de faire mes conneries dans le vestiaire. Et quels sont vos rapports avec Sirigu? Ils sont bons, ils sont très bons. On est tous les jours ensemble et on ne s'est pas engueulé une fois. Donc c'est que tout va bien. Pas de dispute. Voilà. Vous avez des copains? Heureusement. J'ai vu, je sais plus, je voyais sur les réseaux sociaux que vous étiez allé voir un concert avec Blaise Matuidi. Ouais. Il y a Robin des Bois, c'est ça? Exactement. Voilà, vous y allez. C'est pas bien traîner sur les réseaux sociaux. Ouais, je regardais un petit peu. Est-ce qu'ils vous donnaient des surnoms entre vous? Bah, généralement, on prend des choses qui sont rapides à dire. Comme Jalé, on va l'appeler Jaja. Comme Zlatan, on va l'appeler Ibra. Et vous en avez un? Non, tranquille, moi. Ils osent pas toucher au plus grand des chambreurs.
Non, c'est pas ça. Ils respectent peut-être un peu l'âge. Merci Nicolas. De rien. C'est parti donc, le mercato depuis une douzaine de jours et ce jusqu'au 31 janvier. Alors Jean-Michel, on parlait de Ménès, Pastore qui était en danger, qui voulait partir. On a le sentiment que finalement ils sont partis pour rester. Bah oui, pour le moment, c'est ce qui se passe. Mais je vous dis, le mercato, on en attend toujours monts et merveilles. On en parle, et il se passe vraiment pas grand-chose dans ce mercato. Il y a des ajustements qui se font. Ceci étant, s'il y avait des départs, là, il faudrait des arrivées, parce qu'avec tous les matchs qu'il va y avoir, il me semble qu'au niveau nombre, l'effectif est quand même assez limité. Grégoire, Lionel Messi, sur le marché, on parle d'une somme colossale de 400 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain doit-il l'acheter? Si l'entraîneur pense que Lionel Messi va pouvoir s'intégrer et que tout le monde va jouer, que ça va pas créer des crises d'ego et des trucs comme ça, oui, comme n'importe quel autre grand joueur, c'est pas une question de Messi, mais on voit que, moi je prends l'exemple de l'Argentine, l'Argentine, même avec Messi, c'est pas une osmose. Je pense à l'équipe d'Angleterre, il y a des très grands joueurs, ils n'arrivent pas à faire un truc, ils le font, mais voilà, moi je suis beaucoup plus impressionné par ce que j'appelle les équipes. Et c'est vrai que là, il y a une sorte de système de jeu, chacun à sa place, les égos sont assez bien répartis. C'est un truc à réfléchir, c'est pas parce que Messi est à vendre qu'il faut l'acheter. Enfin bon, c'est une utopie pour l'instant, ce n'est pas le cas. En revanche, est-ce que c'est une utopie, Jean-Michel, de voir arriver Fabien Barthez comme entraîneur des gardiens? Que se passe-t-il réellement? Est-ce utile? Il faut savoir pour quel rôle il est Ouais. là. Pour quel rôle, si j'ai bien compris, ce serait plutôt un rôle de conseil auprès des gardiens. Et maintenant, est-ce que c'est un besoin? Est-ce que Sirigu va l'accepter? Jérôme, vous avez des doutes là-dessus? Barthez, est-ce utile pour Sirigu et pour l'équipe de Paris? La question qui se pose, à mon avis, c'est pas plus de savoir est-ce qu'il faut Barthez ou pas Barthez, c'est plus de savoir est-ce qu'un jour, le PSG veut recruter un autre gardien que Sirigu aussi. Est-ce que, si on estime que Sirigu n'est pas dans le top 5 mondial des gardiens, est-ce que le PSG va vouloir, la saison prochaine ou celle d'après, recruter un des 5 plus grands gardiens du monde? La question, elle est plus là, à la limite. Nouvelle rubrique dans Paris le Club. Nouvelle rubrique avec les heures magiques dans l'histoire du Paris Saint-Germain. 18 mars 1993. Malika, c'est une date importante aussi dans la vie de Jean-Michel. C'était son anniversaire. Oh, Voilà. c'est gentil de me le rappeler. 18 mars 93, quart de finale, Coupe de l'UEFA, match retour, Paris reçoit le Real Madrid. À l'aller, Paris s'était incliné 3-1. Alors ce soir de mars 93 face au Real Madrid, tout le parc attend un exploit. 34e minute, corner pour Paris, Georges Weah ouvre le score. C'est le début d'un match fou. 81e minute, sur une remise de la tête de Daniel Bravo, David Ginola marque le deuxième but. 2-0, Paris est qualifié, il reste 10 minutes à tenir. Dernière minute du temps réglementaire, numéro de Valdo dans la surface et 3-0. La fête semble totale, mais après 4 minutes d'arrêt de jeu, c'est la douche froide. Zamorano marque pour le Real. On se dirige alors vers les prolongations. Assommé, Paris n'abdique pas. 96e minute, coup franc de Valdo, de la tête. Comboiré qualifie le Paris Saint-Germain. Le parc est en folie, 4-1 contre le Real Madrid. Paris tient là l'un de ses plus beaux exploits sur la scène européenne. Grégoire, vous souvenez-vous de ce match au parc? Moi, j'avais 13 ans et je me souviens effectivement de tout ce que ça a provoqué. C'est le genre de match de foot qui marque une vie, surtout quand on est en plus supporter. Et puis ça jouait tellement bien. Il y avait de l'envie, il y avait vraiment l'idée de l'équipe, tout ce qui me plaît moi dans le football. Jérôme, peut-on dire que c'est le match le plus beau de l'histoire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe? Oui, probablement des deux ou trois plus beaux. Oui, en termes d'émotion, il n'y en a pas eu quand même beaucoup d'équivalents. Hein. Même contre Barcelone cette année, par exemple, ça n'avait rien à voir, je trouve, en termes d'émotion. Là, on était dans le top du top. Jean-Michel, vous étiez dans le staff à l'époque? Oui, j'étais directeur sportif. Moi, j'étais à côté du banc, là. On était descendus des tribunes, on était tous excités. Il y avait Alain Roche et Laurent Fournier qui étaient suspendus et qui ne jouaient pas à l'époque. Et avec Michel Denisot, on était tous les 4 à côté du banc. Et là, on voit le coup franc et on voit Antoine, je vois encore, mettre son coup de boule. C'était
Après, on savait plus personne ne savait comment il s'appelait, où il habitait, où on était. Il y avait une communion, une telle communion, une osmose entre les joueurs, le public. C'était un peu comme ça s'est passé en 98, quasiment, à la finale de la Coupe du Monde. Le quiz maintenant, Malika. Le quiz qui porte donc sur les grandes heures du Paris Saint-Germain dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Combien de fois le Paris Saint-Germain a participé à des coupes européennes? Tout confondu. 19. Un peu plus. Un peu plus. 23. Plus. Bravo, super. Combien de coupes d'Europe a-t-il remporté? Une, sauf si on compte aussi la Coupe Intertoto. Il y a Bravo, Ah, Jérôme, oui, c'est vrai qu'il y a la voilà. Coupe à Toto, Eh pardon. oui, la coupe. Coupe à Toto. Ouais, la coupe Intertoto. On l'appelait la Exactement. Coupe à Toto à l'époque, tellement on était motivé pour la faire. Alors, quel est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe? Grégoire. Goya. Bravo, combien de buts? Vous demandez beaucoup. Bah oui, hein, on est exigeant sans Paris le club. 35. Oh, bien moins. Moi, non, à Paris, il est pas resté longtemps. Georges. 16 buts. Quel joueur parisien a disputé le plus de matchs de Coupe d'Europe? Un milieu de terrain. On vous aide. Non, pas Vincent. Vincent Il- Guérin. Et non, il était entraîneur ensuite. Ah, Paul Le Guen. Exactement. Ah, je crois que c'était Eh Vincent. oui, Paul Le Guen. 57 matchs. Et voilà. Pendant la trêve, l'équipe du Paris Saint-Germain est donc partie 5 jours à Doha. Au programme, il y avait du tourisme, il y avait de la détente, mais également du foot. Le sujet. 29 décembre 2013, aéroport de Doha. Comme l'an dernier, c'est au Qatar que les joueurs du Paris Saint-Germain ont effectué leur stage de mi-saison. Au programme, 5 jours pour décompresser. Grands espaces, coutumes traditionnelles. Pourtant, même au milieu du désert, le foot n'est jamais très loin. Le soir, visite du souk de Doha. Là encore, dépaysement garanti. Mais là encore, il suffit qu'un ballon traîne et le naturel reprend le dessus. Direction l'Open du Qatar. Cette fois, plus question de foot mais de tennis. Sauf que dans les travées, Raoul ou Robert Pires ont croisé la route des joueurs parisiens. Difficile d'échapper au ballon, d'autant qu'un match de gala est prévu. Rencontre amicale contre le Real Madrid et retrouvailles avec son entraîneur. Au final, le Paris Saint-Germain s'incline 1-0. PSG Real, une affiche possible en Ligue des Champions. Mais là, l'ambiance sera nettement moins détendue. Jérôme, vous étiez à Doha avec ces joueurs. On parle de la super ambiance entre eux. Qu'en est-il réellement? Non, sur ce qu'on voit de l'extérieur, il y a visiblement une bonne ambiance. Ils sont encore un peu loin de la pression de la compétition, loin du contexte parisien. Donc ils apparaissent plutôt tous très, très détendus, quoi. Et le match amical contre le Real, c'est un intérêt sportif pour vous, Grégoire? Pour eux, en tout cas, oui, je pense que c'est intéressant de se confronter et de ne pas perdre le pied. En revanche, je suis allé à Doha pour après aller jouer à Brest. C'est dur, hein, pour les conditions. Il a plu contre le Real Madrid, l'heure du match. Il a plu. Au Qatar, le Paris Saint-Germain, c'est devenu une marque dans la ville, dans le pays. On sent que le club prend une autre dimension. C'est devenu une marque de plus en plus visible, en tout cas. C'est difficile de dire aujourd'hui que c'est le club le plus adulé au Qatar. Alors déjà, au Qatar, 90% de la population est étrangère. Donc c'est beaucoup de gens qui supportent le Barça, le Real Madrid, Manchester United, etc. Donc, et ils restent attachés à ces équipes-là. Maintenant, le PSG, petit à petit, année après année, devient de plus en plus visible et oui, gagne en popularité. On voit quand même de plus en plus maintenant de maillots du PSG sur des jeunes supporters. Voilà, donc ça progresse tout doucement. Nous arrivons au terme de l'émission, Grégoire. Sortie de votre nouvel album, le 3e, Les Roses de mon silence. Combien de chansons? 17. Écrites en combien de temps? J'arrive pas trop à tabler la durée, mais j'ai mis 1 an à le faire et j'en faisais d'autres à côté. On vous souhaite beaucoup de succès. Les Roses de mon silence. Les prochains rendez-vous avec le Paris Saint-Germain, tout à l'heure, à 17h, il joue, retour donc de la Ligue 1 à Ajaccio. Et puis ensuite, mardi, donc, la Coupe à Bordeaux sur France Télévisions. Et puis avant de se quitter, comme chaque semaine, la question Twitter. Et aujourd'hui, la question est la suivante. Quel défi aimeriez-vous lancer à Zlatan Ibrahimovic? Oh, super question, ça. Lâchez-vous, hein. Voilà, réponse la semaine prochaine. Merci Jean-Michel, merci Jérôme, Merci à vous. merci Grégoire. À très bientôt, Malika. À la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Salut, bye bye.